peut avoir conscience qu'on peut être un peu anxieux, qu'on va souvent repenser à une situation, après une réunion, se refaire un peu le fil en se disant j'aurais peut-être dû dire ça, etc. Mais on n'a pas forcément conscience du temps que ça nous prend de ruminer. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, très content de vous retrouver et de passer cette heure en votre compagnie. Et ce matin, nous allons apprendre à planifier des alarmes avec mon invitée Juliette Marty-Groléas. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va bien, je vous remercie. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans les troubles addictifs, le stress post-traumatique et les troubles anxieux. Et vous publiez 50 exercices de TTC pour arrêter de ruminer. Chez Erol, on va parler de la rumination. Qu'est-ce qu'on appelle une rumination ? La rumination, ça va être le fait d'avoir des pensées qui vont tourner en boucle dans notre esprit, souvent des souvenirs négatifs, des pensées qui vont générer du stress et qui vont vraiment être handicapantes et nous prendre beaucoup de temps, de charge mentale et qui vont tourner de façon très incessante. En boucle. Vous appelez ça également des pensées répétitives négatives. Il n'y a pas de rumination positive. Alors, ce qu'on va entendre par rumination, souvent, ça va être plutôt négatif parce que ça va entraîner tout un tas d'émotions qui vont être désagréables. Ensuite, on peut ruminer de façon concrète, pratique, et du coup en tirer des conclusions plutôt agréables, positives. Mais la rumination en tant que telle, c'est quand même plutôt un processus qui n'est pas très agréable. Voilà, c'est plutôt négatif. On rumine pas sans cesse des idées qui nous font plaisir. C'est assez rare. Ouais. J'imagine que ça peut arriver chez certaines personnes dans une situation où on peut être très enthousiaste, très excité, où on va pouvoir réfléchir et imaginer comment les choses vont se passer. Mais généralement, ça se passe plutôt sur des situations qui vont être anxiogènes. L'idée, c'est de sortir du cycle ce matin, et c'est en ça que consiste votre livre avec des exercices. Alors, je parlais de planifier des alarmes parce que parfois, planifier des alarmes, ça peut aider à s'arrêter. C'est ça. Le fait de planifier des alarmes, ça permet de se rendre compte à certains moments de la journée que là, en fait, ce matin, j'ai pas mal ruminé, ou là, finalement, je rumine pas sur ce sujet-là, mais de pouvoir faire un point régulièrement avec soi-même sur ce qui est en train de se passer dans notre tête. Le problème de la rumination, c'est qu'elle est envahissante et épuisante. Oui. Et passive, en fait, et à l'insu de celui qui rumine. Elle va être très... En fait, dans les ruminations, on va avoir deux types de rumination. On va avoir la rumination concrète, où on va être dans le comment je fais face à telle ou telle situation, et où on va être dans la recherche active de solutions en réfléchissant. Et à l'inverse, on va avoir cette rumination abstraite avec des pourquoi moi, et s'il se passe ça, et où on va être vraiment dans... une pensée répétitive très fictive, et où du coup c'est juste là en bruit de fond, en continu dans sa journée, sans forcément que ça nous amène quelque part où ça solutionne une situation qui nous pose problème. Qu'est-ce qui différencie une rumination d'une pensée, on va dire, banale ? La pensée, en fait, on en a tous des pensées, des choses qui nous popent dans l'esprit. Ce qui va faire que c'est une rumination, c'est que ça va être la même pensée en boucle qui tourne, le même schéma qu'on se répète, le même scénario qui revient de façon incessante et qui déclenche ces émotions ou des comportements qui vont finalement engendrer de la souffrance, nous prendre du temps et déclencher un mal-être sur du plus ou moins long terme. Est-ce qu'on a conscience qu'on rumine ou pas ? Alors, pas forcément du temps que ça nous prend de ruminer. On peut avoir conscience qu'on peut être un peu anxieux, qu'on va souvent repenser à une situation, après une réunion, se refaire un peu le fil en se disant j'aurais peut-être dû dire ça, etc. Mais on n'a pas forcément conscience du temps que ça nous prend de ruminer. Et c'est l'objectif, par exemple, des alarmes, c'est de se rendre compte que finalement, ça fait déjà 45 minutes que je suis sur le même sujet en boucle. Peut-être qu'il faudrait que je passe à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. Totalement, mais c'est toujours plus simple. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On voudrait bien passer à autre chose. Mais le principe de la rumination, c'est que c'est compliqué de passer à autre chose. C'est compliqué parce qu'en fait, le cerveau, il est bloqué dans cette boucle-là. Et du coup, comme on n'en a pas forcément conscience du temps qu'on passe sur ces pensées-là, faut imaginer un peu le poisson dans un bocal. Il tourne et il se dit « Ah, une nouvelle pensée », mais en fait, c'est la même qui est déjà passée 3 fois. Et toute l'idée de ces exercices, c'est de réussir à passer de la pensée abstraite dans la tête à quelque chose de plus concret à l'écrit.
parce qu'une fois qu'on a écrit 12 fois la pensée qu'on a dans la tête, il y a un peu un côté ras-le-bol d'écrire la même chose qui se passe et qui nous permet de couper avec ce brouhaha incessant des ruminations. Les ruminations sont une conversation avec soi-même. Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire ? Alors ça va dépendre des sujets et des personnes, mais souvent on va être dans la nostalgie, dans le regret ou à l'inverse dans l'anticipation de choses qui pourraient se passer, toujours plutôt sur un versant négatif, à imaginer le scénario catastrophe ou à s'imaginer que si on avait fait les choses différemment, la vie serait vachement mieux. Et du coup on est plutôt dans une boucle de culpabilisation, de regret, d'anxiété, de tristesse, tout un tas d'émotions qui vont nous bloquer dans un discours plutôt de flagellation en fait avec soi-même. Oui, c'est ça. C'est c'est la flagellation, oui, c'est ça. Ça va vraiment être ces petites phrases qu'on va avoir de je suis nul, c'était pas assez, c'est toujours contre moi, et pourquoi ça se passe comme ça, et si je me plante, et si j'y arrive pas, et si je suis en retard, et où du coup ça nous prend vraiment beaucoup de temps et on fait pas forcément les choses qui permettraient que les choses se passent différemment. Alors vous avez dit et si, et les ruminations commencent souvent par des et si. C'est le principe, c'est que souvent on est dans cette hypothèse anxiogène de et si je rate mon train, et si je me plante en réunion, et si j'arrive pas à rendre mon devoir, et si ça se passe pas bien. Et en fait, le et si, il entraîne tout un tas d'autres pensées qui vont découler à chaque fois du et si et qui vont nous amener à des scénarios d'angoisse, catastrophe, où on se retrouve parfois un peu tétanisé ou bloqué dans une situation parce qu'on ne sait plus trop comment faire face à cette montagne de choses qui nous angoissent. Et c'est vraiment cette idée-là dans le travail de la rumination, c'est de passer du « et si » très abstrait à finalement, si ça se passe ça, concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? C'est quoi les options que j'ai devant moi ? Et est-ce que je peux ou pas avoir un peu de contrôle sur la situation et trouver une solution ? Ou est-ce qu'il faut juste que j'accepte que la situation est comme ça et apprendre à accepter et à faire avec. Il y a deux types d'événements. Il y a les événements qu'on peut contrôler et sur lesquels on a des prises, et puis il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler. Il y a ces événements-là où l'objectif, ça va vraiment être de réussir à trouver la solution. En TCC, on parle de résolution de problèmes, donc vraiment de lister toutes les solutions possibles et d'essayer les unes après les autres. Et sinon, quand on est dans une situation qu'on ne peut pas contrôler, sur laquelle on n'a pas la main, on n'a pas les informations, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter ces émotions désagréables, d'accepter le fait que parfois on ne peut pas toujours tout décider et d'être plus dans un travail de distraction de la rumination et d'être plutôt dans ce qu'on appelle des activités de flow où on va être focus dans autre chose qui va nous permettre de ne pas penser. Mais ça, c'est de la diversion. Oui, c'est le principe en fait. Quand il y a certaines pensées, des choses qui vont être... trop anxiogène, mais sur laquelle on n'a pas la main mise, la seule chose qu'on peut faire, c'est habituer son cerveau à accepter que il y a cette angoisse, cette situation dont on ne sait pas comment ça va se passer. Mais du coup, une fois qu'on a dit qu'on était angoissé et qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qui est important, c'est de se distraire pour pas toujours être sur cette pensée-là. Et quand on y revient, de se dire, il y a toujours cette angoisse-là, je verrai comment ça se passe. Est-ce que finalement, la situation a changé et je peux trouver des solutions ? Si oui, super. Et puis sinon, je retravaille sur le fait d'accepter que la situation n'a pas changé et qu'il faut que j'accepte de faire avec. Qu'est-ce qui détermine qu'une inquiétude est problématique pour vous, thérapeute ? Je pense que c'est le temps qu'on passe à s'inquiéter et l'impact, les conséquences que ça va avoir dans le quotidien. Si je prends un exemple, ce matin, le fait de venir ici, j'aurais pu être inquiète en me disant c'est loin, je me souviens plus trop du trajet. Et si j'arrivais en retard ? Mais comment ça va se passer ? Et donc, plusieurs options. Soit j'angoisse, j'envoie un message, je viens pas cool. Soit j'arrive 2 heures en avance, peut-être un peu excessif, surtout qu'il s'est mis à pleuvoir. Soit je regarde et je me dis, je regarde le trajet, je vais prendre tel ou tel trajet. Et à ce moment-là, ça permet de mettre à distance l'inquiétude parce que j'ai trouvé une solution. Là où ça pourrait être trop important, cette inquiétude, c'est si ça m'empêche de me mettre en mouvement. Et que du coup, je me retrouve à éviter des situations
parce que j'ai peur de me confronter à cette émotion et que du coup, la prochaine fois qu'on me propose de venir faire une émission, je me dis, ah non, mais ça va me générer trop d'inquiétude, je fais plus. Et puis du coup, je me mets à éviter tout un tas de situations parce que l'émotion est trop importante à chaque fois. Ça, ce sont les stratégies d'évitement, en fait. C'est ça. Ouais. Qu'on met souvent en place. En fait, naturellement, dans plein de situations dans la vie, on a des petits moments où on évite. Et éviter, c'est pas tant un problème. Là où c'est difficile, c'est quand on évite trop de situations, trop de choses, et qu'à force d'éviter, on s'isole ou qu'on ressent davantage d'émotions et que ça devient très handicapant dans le quotidien. Ouais. Moi, je serais plutôt du genre à arriver 2 heures en avance, vous voyez. Ouais. Pour prévoir, du coup. Comme ça, j'aurais tout prévu. Oui. Et bon. C'est ça. Et même 2 heures en avance, c'est peut-être même pas assez. Parce que s'il y avait un problème sur la ligne de métro, si je trouvais pas de vélo, vous voyez. Ou alors vous solutionnez le problème et vous y allez à pied, comme ça vous êtes sûr que ça pose pas de soucis. Mais c'est vrai que parfois on va anticiper toutes ces choses-là, et l'idée après en thérapie, par exemple, si on reste sur cet exemple-là, vous avez l'habitude d'arriver 2 heures en avance, on va se dire ok, qu'est-ce qui se passe si on arrive qu'avec 1h45 d'avance Et puis progressivement d'accepter une marge de manœuvre, de se dire moi j'arrive 20 minutes en avance et puis ça me convient, ça m'handicape pas, ça me fait pas souffrir, ça génère pas trop d'émotions. C'est quelque chose avec lequel je suis ok. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui peuvent pas arriver en avance, d'autres qui ont besoin de leurs 45 minutes. Et ça, finalement, tant que ça ne pose pas de problème à la personne, c'est ok. Ce qui est important, c'est est-ce que ça génère ou pas un inconfort dans le quotidien. Oui, après, c'est l'anticipation, vous voyez. Oui. Mais l'anticipation, c'est pareil, c'est pas forcément problématique si ça génère ni angoisse, ni stress, ni peur, ni quoi que ce soit qui nous met dans un état pas bien. Peut-être que votre anticipation ou mon anticipation, c'est pas forcément la même. Et puis c'est ok, chacun gère comme il l'entend. Ce qui est important par contre, c'est que ça ne soit pas handicapant pour soi-même ou pour son entourage dans le quotidien. Oui. Si ça se transforme pas en 3 heures ou en 4 heures, voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que l'idée, c'est ensuite de pouvoir se dire, je cherche des solutions qui vont être adaptées à la réalité, c'est-à-dire que je peux pas venir la veille pour une émission à midi camper devant Beurre FM, ça ne marche pas. Ou alors, il faut que je sois vraiment juste à côté, quoi. Ou bien équipé. Voilà. Mais c'est important de trouver des solutions qui vont être adaptées dans le quotidien. On parle du cycle des ruminations ce matin et surtout comment arrêter et sortir de ce cycle ce matin avec mon invité Juliette Marty-Groléa qui publie 50 exercices de TTC pour arrêter de ruminer aux éditions Erol. Qu'est-ce qui déclenche les ruminations, puisque les ruminations sont souvent alimentées par des déclencheurs? Qu'est-ce que vous appelez les déclencheurs? Alors, les déclencheurs, ça va vraiment être propre à chacun. Ça peut être une situation qu'on a très mal vécue, un événement qui nous a marqué, tout un tas de phrases qu'on a pu entendre, une mauvaise estime de soi. Tout ça, ça peut déclencher les ruminations. Ce qui est important, c'est de réussir à identifier pour chaque rumination qu'est-ce qui le déclenche. Et qu'est-ce qui fait que en fait, je répète le même schéma de fonctionnement, les mêmes pensées? Est-ce que finalement je suis plus en train de ruminer avant que quelque chose se passe? Est-ce que je rumine plutôt après une situation, un peu dans l'après-coup, dans le débrief avec moi-même de comment les choses se sont passées, pour réussir à faire en sorte à briser ce cercle vicieux-là? Et est-ce que vous appelez, vous, des déclencheurs émotionnels? Le déclencheur émotionnel, ça va être, mettons, une situation qui, je sais pas moi, je suis en réunion avec des collègues et quelqu'un me fait une remarque sur le fait qu'il y a une faute sur ma présentation. Mettons, ça me déclenche, je sais pas moi, de la honte sur le coup, parce que je me dis mais c'est nul, pourquoi j'ai pas relu mes slides, j'aurais pas dû faire de faute. Et a posteriori, moi, cette honte-là, elle peut me faire un peu des reviviscences. Donc le fait de me souvenir de toutes les fois où j'ai pu faire des fautes, ou alors toutes les fois où j'ai ressenti cette honte-là et où je me suis dit que j'étais nulle. Et à ce moment-là, le cerveau, il peut être parti et se raconte le film de toute sa vie, de toutes les fois où il a ressenti ça. Et donc le déclencheur à ce niveau-là, c'est pas tant la situation, c'est l'émotion ressentie. Et donc ça, on peut l'avoir, et ce qui fait qu'on se retrouve bloqué dans des ruminations qui vont être doubles, soit des ruminations liées à des situations, soit des ruminations qui vont liées à des émotions, mais où on va avoir un panel de situations différentes, mais dans lesquelles on va avoir eu la même intensité émotionnelle finalement. Et c'est ça qu'on revit, et c'est ce film-là qu'on se refait. C'est ça qui va déclencher les pensées.
et qui va déclencher finalement tout le dialogue intérieur, toutes ces voix, toute cette histoire en fait qu'on se raconte, tous ces souvenirs qui reviennent, les images, et où on tourne en boucle, soit sur ces fameux SI, soit sur un truc plus nostalgique ou du passé qui revient de « Ah bah j'aurais dû faire ça, ah bah là je me suis sentie comme ça, mais je suis vraiment nulle ». Et où du coup ça reste bloqué. Alors parmi les exercices que vous proposez, il y a ce que vous appelez la roue des pensées. Comment elle fonctionne, cette roue ? Alors l'idée de la roue des pensées, ça va être d'observer un peu toutes les pensées qu'on va avoir en tête dans les moments où on rumine, de se les noter, et puis pour chaque pensée d'essayer d'identifier les situations qui nous les déclenchent, les thèmes qui nous les déclenchent, les émotions aussi, pour se rendre compte que finalement moi quand je me dis je suis nulle, c'est parce que j'ai fait une erreur, je suis arrivée en retard, je sais pas moi, j'ai été stressée par une situation, j'ai oublié de répondre à un patient, tout ça, ça déclenche la pensée « je suis nulle ». Donc d'essayer ensuite d'aller travailler dans ces moments où la pensée apparaît. Est-ce que ça veut vraiment dire que je suis nulle ? Est-ce que je pourrais essayer de voir les choses un peu différemment ? Peut-être j'ai juste oublié de répondre à un texto, c'est ok, ça arrive. Je ferai mieux la prochaine fois, je me mettrai un rappel, etc. Et du coup, de trouver des solutions situation par situation. Mais ça permet toujours, en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de couper tout ce qui se passe dans la tête et de passer à l'écrit pour que le cerveau réussisse à se confronter à ce qui est écrit sur la page et à prendre conscience de ce qui se passe réellement et de ce qui nous maintient dans ces boucles-là. Donc là, exercice pour ceux qui nous écoutent, qui ont tendance à ruminer, c'est de passer à l'écrit. C'est ça, tout le temps. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe à la tête. Et vraiment d'essayer de passer à l'écrit le plus possible avec une feuille et un stylo, et pas avec le téléphone ou un ordinateur, parce que c'est pas les mêmes choses de taper ou d'écrire à la main. Et puis surtout, c'est que quand on écrit à la main, il y a la gestuelle d'être en train d'écrire, le cerveau qui lit en même temps ce qui est écrit, et il y a quelque chose où on peut pas effacer tout de suite quand on écrit au stylo. Du coup, on est confronté avec les 15 fois où on a écrit « je suis nul, j'ai pas bien fait, je suis nul, j'ai pas bien fait », et il y a un peu un côté soit de lassitude de l'écriture, soit de ras-le-bol de penser ça de soi, alors qu'avec le téléphone, on prend sa prise de notes, on appuie sur supprimer, il n'y a plus rien d'écrit, on supprime la note et puis ça a disparu. Oui, ça s'engramme moins dans le cerveau. Alors, vous expliquez que pour réduire efficacement les ruminations, il est crucial de prendre conscience de la nature de ce qu'on appelle les pensées automatiques. Ouais. Nos pensées, elles sont quasiment toutes automatiques, non ? Elles sont toutes automatiques. En fait, la pensée automatique, ça va vraiment, je vais rester dans cette idée du téléphone, ça va être les notifications mentales qu'on va avoir dans la tête, type il pleut, il fait moche, chouette, je finis tôt aujourd'hui, c'est le week-end. Tout ce qu'on va se raconter, tout ça, c'est de la pensée automatique. Là où ça peut déclencher des émotions, c'est est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt à balance agréable ou désagréable ? Donc super, je pars en vacances, ça a plutôt tendance à déclencher des émotions qui vont être de l'ordre des émotions agréables, ou mince, je me suis plantée, ça peut engendrer des émotions plutôt désagréables. Là où c'est important de les repérer, toutes ces pensées-là, parce que souvent la pensée automatique qu'on appelle pensée automatique négative, ça va être cette petite voix intérieure qui peut décrire tout ce qui se passe dans sa vie, qui va être un peu la voix sur l'épaule qui commente, qui critique, qui flagelle, qui dit que c'est pas bien et qui déclenche ces émotions désagréables dans le quotidien. Et plus on en prend conscience de ces pensées-là, plus on se rend compte qu'en fait l'objectif, c'est de se rappeler que c'est pas parce que je le pense que c'est vrai. Et juste, c'est une pensée type, comme si je me disais, je vais gagner au loto cet après-midi. Je peux le penser. Si j'ai pas joué, il y a peu de chances que je gagne au loto cet après-midi. Mais donc, du coup, finalement, si je me dis, je suis vraiment trop nulle, c'est comme si je m'étais dit, je vais gagner au loto cet après-midi. C'est juste, c'est des pensées qui fluctuent dans le cerveau. Et ce qui est important, c'est de réussir à se rappeler que c'est juste des phrases, quoi. Il y a pas de... C'est pas parce que je le pense que c'est vrai. Ouais. C'est pas. Il y a une phrase que j'aime bien qui est les pensées, c'est pas des faits. Et c'est juste, c'est des pensées. C'est un ensemble de mots dans le cerveau qui est généré comme ça. On peut penser à plein d'images aussi. L'image est une pensée en soi. C'est pas parce que j'ai une image dans la tête que ça en devient vrai. Oui, mais si on le pense souvent, on va finir par en faire une réalité.
on va finir par y croire, et c'est ça le problème. Par y croire, vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est qu'on adhère à ces pensées-là. Et ce qui est important, c'est de réussir à se distancer et à se dire, déjà, c'est pas vrai, c'est j'ai la pensée que. Donc j'ai la pensée que je suis nulle. Donc déjà, c'est la pensée, c'est pas moi qui le suis. Alors on va prendre un exemple. Je pense que elle ou il m'aime pas. Ouais. Voilà. C'est une pensée, ça veut pas dire... Parce que la première pensée, ça va être « il m'aime pas ». Il m'aime pas, ça fait quelque chose de très vrai, de très factuel, de très tangible. De toute façon, il se comporte avec moi parce qu'il m'aime pas. J'ai la preuve, il ne m'aime pas. Ouais. Non, en fait, il n'y a pas de preuve, c'est j'ai la pensée que. Donc déjà, je le mets un peu à distance. C'est-à-dire que c'est pas réellement la personne qui m'aime pas, c'est moi qui pense que la personne ne m'aime pas. Donc ce qui permet ensuite de mettre à distance. Et après, il y a pas mal d'exercices qui permettent un peu de tourner cette pensée-là plus ou moins au second degré. Donc on peut la traduire dans plein de langues différentes pour se rendre compte que ça n'a pas le même impact émotionnel. On peut la chanter, on peut changer le sens de l'ordre des mots. Finalement, tout ça, ça reste la même pensée. C'est juste qu'on y accorde moins d'importance ou moins de crédibilité parce qu'on le dit de façon ridicule. Et tout ça, ça permet de se rendre compte que les pensées, c'est juste des phrases qu'on se raconte. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité et que c'est réellement ce qui se passe. La seule chose qu'on peut faire pour s'assurer que la personne en face ne nous aime pas, c'est de lui poser concrètement la question et réussir à se dire la personne en face va réellement me répondre ce qu'elle pense. Ce qui ne se fait pas toujours. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, finalement, tout ce qu'on pense dans la tête, c'est... Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de preuves, en fait. Qu'on pense et pour lesquelles on n'a pas de preuves. Ouais. Mais c'est le principe, c'est que finalement... Tout ça, tout ce jeu sur les mots, sur l'incertitude, sur le fait qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on ne peut pas avoir la preuve de tout, ça permet à plein de moments, quand il y a ces angoisses, quand il y a ces ruminations, de se rappeler que tout ça, ça part de quelque chose où en vrai, on n'en sait rien. Et du coup, si on n'en sait rien, on peut décider de soit voir les choses de façon positive et de se dire ça pourrait aller. Peut-être que c'est pas tant que ça, peut-être que c'est pas qu'il m'aime pas, mais c'est juste que il a mal dormi, du coup il est de mauvaise humeur ce matin. Ça arrive et ça n'a rien à voir avec sa propre personne. Ou à la rigueur, ou à l'inverse, de rester bloqué dans ce mode de fonctionnement-là et de pas oser essayer de faire différemment. Parce que ça nécessite quand même du courage d'essayer de faire différemment et de quitter ce mode de fonctionnement. Quand on en parle, quand on lit, ça paraît toujours... plus simple à dire qu'à faire, et ce qui est vrai, mais ça demande vraiment du courage et du temps d'essayer de faire différemment, d'oser prendre le risque en fait. C'est ce que vous appelez des biais d'interprétation. Oui. Si on reprend l'exemple sur le retard, par exemple, moi, j'aurais pu me dire ce matin, je vais pas prendre le métro, parce que j'ai plein de changements, plus il y a de changements, plus il y a de risques que le métro s'arrête, je vais faire différemment. La probabilité que le métro s'arrête, objectivement, j'en sais rien. Si je prenais le métro et que je faisais ce trajet tous les jours, plusieurs fois dans la journée, peut-être j'aurais pu avoir des statistiques. Là, la probabilité qu'il s'arrête, j'en sais strictement rien. Le problème avec le cerveau, c'est que s'il s'arrête sur ce trajet-là, plutôt que d'enregistrer que c'était la petite faible probabilité qui s'arrête, le cerveau va se dire voilà, j'avais raison. Ce qui fait que la prochaine fois, je vais prendre encore plus de temps pour venir parce que la dernière fois, il s'est arrêté. Et même s'il y a 3 à 4 fois où il ne s'arrête pas, si au bout de la 6e fois, il se réarrête, mon cerveau va réenregistrer, voilà, il s'arrête toujours. Et tout ça, il y a ce biais de confirmation, cette interprétation du quotidien qui fait qu'on cherche les preuves qui vont nous permettre de nous dire voilà, c'est la façon dont je pense, c'est la réalité, c'est comme ça et c'est la vérité. Ou la personne qui ne m'aime pas, s'il y a un matin où elle est au téléphone et elle oublie de me dire bonjour, c'est pas qu'elle a oublié de me dire bonjour, c'est qu'elle m'aime pas. Tu vois, elle m'aime pas, je te l'avais dit. Ce qu'on appelle aussi des distorsions cognitives en fait, qui sont des façons erronées ou biaisées de percevoir la réalité telle qu'elle est. C'est ça. En fait, on a tous des distorsions cognitives de par notre histoire, la façon dont on a grandi, ce qu'on aime dans la vie, etc. Là où c'est compliqué, c'est toujours cette idée-là, c'est quand ça va engendrer quelque chose qui va nous peser dans le quotidien, être générateur d'émotions trop intenses, d'angoisse, de mal-être, etc. Si il y a une distorsion cognitive qu'on retrouve souvent chez pas mal de personnes, c'est le fait de faire soit à fond, soit de rien faire.
et ben cette pensée-là, finalement, tant qu'elle ne génère pas de souffrance, on fait les choses avec passion à fond, c'est pas très grave. Par contre, si régulièrement on se met à tout arrêter et à plus rien faire et à s'isoler, et qu'à ce moment-là, ça enclenche un peu plus de déprime, peut-être que ça va être un mode de fonctionnement, que c'est important d'aller juste assouplir. L'idée, c'est pas de tout changer. Le tout ou rien, en fait. C'est le fameux tout ou rien. Tout ou rien. L'idée, c'est pas de tout changer, c'est peut-être d'assouplir parfois certaines façons de penser ou de faire les choses. Sortir du cycle des ruminations ce matin avec mon invitée Juliette Marty-Grolea. Je rappelle que vous publiez 50 exercices de TTC pour arrêter de ruminer aux éditions Erol. Des ruminations que vous comparez parfois à un disque rayé. Oui, parce que c'est un peu cette idée toujours de pensée qui tourne, qui s'arrête pas, vraiment comme ce disque qui bug et qui peut pas passer à l'étape d'après. Et c'est vraiment ça tout le principe, c'est de réussir à débloquer, à changer de disque plutôt, pour réussir à voir les choses différemment, à penser différemment et à quitter cette boucle de rumination négative. Oui, de toute façon, c'était une expression qu'on avait avant. Oui. Change de disque. C'est ça. Allez, arrête, change de disque. Alors vous distinguez 10 types de distorsions cognitives. Alors, le filtre mental. Vous allez avoir le filtre mental, le tout ou rien. Dont on a parlé. L'abstraction sélective, le fait d'observer que les détails qui vont nous intéresser et d'évincer toutes les choses qui pourraient nous contredire. Vous allez aussi avoir celui qui a un peu la minimisation du positif et la maximisation du négatif. Toutes ces choses-là, finalement, elles conditionnent notre façon de penser. Et elles nous maintiennent dans ces ruminations-là, parce que si je passe mon temps à me dire que de toute façon tout ce que je fais de bien c'est tout petit et tout ce que je rate ça prend des proportions énormes, ça nécessite un petit peu de temps de se rendre compte qu'en fait il y a peut-être pas tant de choses énormes négatives et qu'il y a plutôt pas mal de réussites. Et tout ça, c'est toujours pareil, c'est plus je vais passer à l'écrit et essayer de me confronter à ces pensées-là, à ces distorsions-là et à prendre conscience du biais de lecture que j'ai de ma réalité, plus ça va permettre de prendre un peu de recul et de voir les choses différemment. Alors, il y a le filtre mental, la pensée du tout ou rien qu'on a parlé, la surgénéralisation, alors ça c'est très courant quand même. La surgénéralisation, ça va vraiment être prendre un exemple. La ligne 8 s'arrête de temps en temps, la ligne 8 s'arrête toujours, le train est toujours en retard. Tout ça, en fait, finalement, on va surgénéraliser un événement parce qu'il va avoir conforté une pensée ou une émotion à un moment, ou qu'il aura impacter vraiment beaucoup le quotidien. La personnalisation, alors ça c'est tout prendre personnellement. C'est ça va être vraiment le fait de se dire, je reprends l'exemple du téléphone, il m'a pas dit il a oublié de me dire bonjour, c'est parce que il m'aime pas, c'est de ma faute, j'ai raté, alors que peut-être juste la personne était occupée dans ses pensées et a ruminé de son côté et s'en est pas rendu compte. La dramatisation. Je crois que le mot parle pour lui-même, mais c'est vraiment ce côté très catastrophisme en fait, tout est dramatique dans la façon dont les choses se passent. Le blâme, alors c'est le fait de s'auto-flageller, de se culpabiliser, de tout prendre comme si on était responsable de tout ce qui se passe. L'étiquetage, ça va être le fait de voir d'attribuer des pensées ou des intentions chez les autres. Il a fait ça mais parce qu'il pense ça, ou parce qu'il ne m'aime pas, parce que j'ai mal travaillé, sans justement avoir des preuves de ce qui se passe finalement et de ce que la personne en face pense. Les fausses obligations, ça va être toutes les phrases qui vont commencer par je dois, il faut, je devrais, il faudrait, c'est ça. C'est je dois absolument faire ceci, alors qu'en fait il n'y a pas l'obligation, je peux absolument faire ce que je veux, personne m'a demandé de faire quoi que ce soit. Mais cette idée d'obligation. Le raisonnement émotionnel. Le raisonnement émotionnel, ça va vraiment être dans cette idée de si je ressens telle émotion, mettons si je ressens du stress, c'est que en fait ça s'est vu que j'étais stressée, donc ça veut dire que j'ai mal parlé, donc c'était vraiment nul, je suis vraiment super nulle. Alors qu'il s'est strictement rien passé, la seule chose qu'il y a eu, c'est mon émotion que j'ai réussi à identifier à ce moment-là.
Bon, alors maintenant, techniquement, comment est-ce qu'on passe d'un mode de pensée à un autre ? Alors, comment est-ce qu'on passe d'un mode de pensée, on va dire, totalement abstrait à quelque chose de plus concret ? L'idée, ça va être déjà toujours de passer à l'écrit, d'écrire tout ce qui se passe, et ensuite, pensée par pensée ou situation par situation, en fonction de ce qu'on arrive à identifier, d'essayer de voir, est-ce que j'ai des preuves qui montrent que cette personne-là ne m'aime pas. Ok, c'est quoi les preuves pour ? C'est quoi les preuves contre ? Bon, si finalement j'ai plus de preuves contre, peut-être est-ce que je pourrais me dire que cette personne-là, c'est pas complètement sûr qu'elle m'aime pas. On n'en sait rien. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ensuite, on peut tester ces preuves-là. Donc, aller poser la question à certaines personnes, soit à la personne en direct, soit à d'autres personnes en qui on a confiance, en disant est-ce que tu penses qu'un tel ne m'aime pas ? Oui, non. Ah non, pourquoi tu penses ça ? D'aller un peu confronter son discours et de toujours être dans le test, la vérification et tenter de faire un peu différemment et de voir ce qui se passe dans une volonté de s'exposer à l'incertitude, de s'exposer à l'émotion qu'on ressent pour essayer progressivement de penser différemment. Comment est-ce qu'on peut les rendre utiles, ces ruminations ? On les rend utiles quand, dans une situation qu'on rumine parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, on peut lister tout ce qui nous pose problème et problème par problème, essayer de ruminer, c'est-à-dire dans cette idée-là de réfléchir de façon concrète à comment faire si cette situation se présente. Comment faire ? Mon option 1, ce serait ça. Ma solution 2, ce serait ça. Ok, pour cette option-là, qu'est-ce que je pourrais faire ? Ce serait quoi les étapes ? Et en fait, tout ce travail-là de résolution de problèmes, situation par situation, ça permet de les rendre utiles. Parce qu'à la fin de cette session-là de réflexion à l'écrit, on peut se dire, j'ai l'esprit plus tranquille parce que je sais que s'il se passe le scénario A, j'ai trouvé ma solution. Si c'est finalement le scénario B, c'est possible aussi. Et ensuite, du coup, d'être plus tranquille avec tout ça. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre les fameuses pensées factuelles dont vous parliez tout à l'heure et ce que vous appelez les pensées opinions ? L'opinion, c'est vraiment cette pensée-là de il ne m'aime pas. Ça, c'est quelque chose que moi, je pense, mais je n'en ai absolument pas la preuve. Ce qui va être factuel, c'est si je me dis, en sortant de la radio, ils ont annoncé de la pluie. Je vois qu'il pleut. Factuellement, il pleut, je n'ai pas de parapluie. Ok, comment je pourrais faire ? Peut-être je ne vais pas rentrer tout de suite à pied et remarcher 1 heure. J'irai prendre le métro. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus factuel. C'est factuel, ça. Ouais. Il ne m'aime pas, il ne va jamais me rappeler. En fait, j'en sais strictement rien. Mais ça, c'est important, finalement, d'arriver à faire la différence entre les faits et les opinions. C'est important parce que souvent on a tendance à tout mettre au même niveau, alors que quand il s'agit d'opinions, de jugements, de pensées, et souvent c'est des jugements qu'on va avoir négatifs envers soi, finalement tout ça, comme ça repose sur rien, c'est pas palpable, quoi. C'est des choses sur lesquelles on peut se faire un film et ça enclencher tellement de stress et tellement de mal-être pour quelque chose sans preuve que finalement autant essayer d'aller sur quelque chose de plus factuel, ou du moins progressivement d'essayer de tendre vers le factuel pour minimiser la souffrance dans le quotidien. Dites qu'il faut comparer notre vie à un bus dans lesquels les gens montent. Ouais, c'est une métaphore de la thérapie ACT, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement, que moi j'aime bien. L'idée, c'est vraiment ça, c'est dans le bus, il y a des gens qui montent, des pensées qu'on a, et puis nos pensées, elles montent, elles descendent, et on n'est pas obligé de s'attarder sur chaque pensée qu'on a pour aller se questionner, est-ce que c'est une bonne pensée, une mauvaise pensée ? C'est vraiment cette idée-là de nuages qui passe, il y a un flot de pensées, et puis on a tendance à s'attarder plutôt sur celles qui nous font du mal. Peut-être que parfois on pourrait aller s'attarder sur les autres, de pensées qui nous font du bien et juste d'être dans quelque chose de plus positif de manière générale. On a tendance à souvent être mieux-veillant avec les autres qu'avec soi-même, et vous dites que finalement il faudrait projeter ses pensées sur les autres. Quel est l'intérêt de cet exercice ? L'intérêt, c'est de se rendre compte de la façon dont on pense de soi, dont on pense des autres, et de se rendre compte aussi de si finalement c'était
notre frère, notre meilleur ami, un parent qui nous racontait ce qui se passe dans notre tête à nous, en nous disant je suis persuadée au travail que telle personne ne m'aime pas, telle personne me persécute, ça se passe vraiment mal, je suis vraiment trop nulle. En fait, on aurait un discours beaucoup plus encourageant, beaucoup plus rassurant, où souvent on a tendance à aller chercher les choses factuelles en disant non, regarde, tu n'es pas nul, ça tu as réussi, ça tu as réussi, ça tu as réussi, ça se passe bien, telle personne t'aime bien, etc. Alors qu'on en est incapable de le faire pour soi-même. Et donc parfois le fait de transposer la situation, ça permet de se rendre compte que peut-être, si c'était une autre personne, on ne tiendrait pas le même discours. Donc on a aussi le droit de se tenir ce discours-là bienveillant pour essayer de s'alléger un peu l'esprit. Ça, c'est important de pouvoir justement switcher et de changer de place finalement. C'est ça, et de se rendre compte que finalement tout ça, et c'est assez, le cerveau est incroyable pour ça, mais tout ça, ce n'est que quelque chose qu'on se raconte. Donc il y a un moment donné où on peut essayer, et ça nécessite effectivement du temps et de l'effort, mais d'essayer de se raconter autre chose. Et de voir les choses un peu différemment et de faire ce pas de côté qui permet de moins ruminer et de moins souffrir au quotidien. Alors la guerre se gagne dans les plans. C'est important de planifier justement ce qu'on va mettre en place pour arrêter de ruminer. Alors c'est ça, l'idée ça va être de pouvoir, moi j'aime bien proposer à mes patients de prévoir un moment dans leur journée, souvent en fin de journée, où ils vont pouvoir faire un peu un rendez-vous avec eux-mêmes de 15 minutes, de ok, est-ce qu'aujourd'hui il y a un sujet qui m'a pris la tête, est-ce que j'ai besoin de ruminer sur quelque chose, ou au cours de la journée, s'ils sentent qu'ils sont en train de ruminer, de se le noter sur un post-it, de tel sujet me prend la tête, et ok, j'aurai rendez-vous avec moi-même à vous aimez les post-it 19h. Moi j'aime bien les post-it, c'est vachement pratique comme pense-bête, ça permet de se souvenir de plein de trucs, soit pour les choses sur lesquelles on a besoin de ruminer, soit juste pour se rappeler des affirmations, des choses un peu plus positives qui font pense-bête dans la journée. C'est quand même l'utilité du post-it, c'est de nous rappeler des choses. Et donc on peut aussi essayer de se rappeler d'autres choses que des to-do list, et juste de se rappeler que la journée est chouette, qu'on réussit bien, qu'on a bien fait les choses. Alors on peut beaucoup écrire dans votre livre. Ouais, on peut beaucoup écrire. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices écrits. C'est le principe, c'est que c'est un livre que d'exercices, que un livre pratique. Il y a 50 exercices pratiques. Et oui, moi je passe beaucoup par l'écriture. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection-là, c'est que c'est très pratique, justement. Et la collection s'appelle 50 exercices. Et là, c'est 50 exercices de TCC pour arrêter de ruminer. Votre éditeur, c'est Erol. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Bon, je ne sais pas s'il va pleuvoir. Non, je crois que ça va. Ça va, donc vous pourrez rentrer tranquillement jusqu'à la ligne 8. Non, qui s'arrête tout le temps. Qui s'arrête absolument tout le temps. Tout le temps, ça c'est la catastrophe. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.